Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir. Le temps est le temps de l'information sur la télévision africaine. Bienvenue au journal. À la une de cette édition, la fronde est désormais très tendue entre les proviseurs accusés de corruption et les membres de l'association citoyenne de défense d'intérêt collectif, l'ACDIC de Bernard Djonga. Cette organisation vient de rendre publique une liste de proviseurs et d'établissements reconnus coupables d'actes de corruption pendant cette rentrée scolaire. La liste fait le tour des réseaux sociaux, suscitant l'indignation de ces proviseurs qui veulent même porter l'affaire devant les juridictions compétentes. Que risque l'ACDIC? Quelle a été la méthodologie utilisée pour incriminer ces établissements et ces proviseurs? C'est la grande enquête de cette édition du 20h. Le 20h, c'est également ces informations qui viennent du Congo avec l'engagement de la République démocratique du Congo avec la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La structure connue pour ce combat en Afrique centrale, c'est le GABAC. La RDC retrouve dans les rangs de la CEMAC afin de mener ce combat, étant donné que les actes de financement du terrorisme ont déjà fait de nombreux dégâts dans cette république. Et puis des morts enregistrés au Nigeria des suites de choléra. Le pays prend des dispositions pour essayer de limiter, alors que l'alerte reste toujours rouge du côté de Maïdougouri et dans le nord-est de ce pays. SOS et mobilisation des organisations de la société civile et les ONG internationales pour limiter la progression de cette épidémie de choléra. Mesdames, voilà pour la vitrine du journal. À nouveau, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition qui s'ouvre par cette série noire qui se poursuit sur les axes routiers au Cameroun. L'axe vient de connaître un accident de la circulation du côté du sud-ouest. Le bilan affiche 2 morts entre Tiko et Moutengene. Pour être un peu plus précis, le petit véhicule pratiquement déchiqueté que vous avez en image est rentré en collision avec un gros porteur. Les 2 passagers étaient à bord du petit véhicule, un homme et une femme qui ont trouvé la mort sur le champ. Les causes de cet accident ne sont pas encore clairement indiquées, mais selon les premières informations enregistrées sur place, il s'agirait d'un excès de vitesse du petit véhicule, mais également certaines sources parlent d'imprudence. En attendant les résultats des enquêtes qui ont été ouvertes, les corps ont été déposés dans une morgue. Un accident de plus sur nos axes routiers. Parlons à présent de cette affaire de corruption à ciel ouvert dans les établissements de la ville de Yaoundé. Il y a de cela quelques jours rendait public un rapport, l'ACDIC, l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs, un rapport sur l'état de corruption dans les établissements scolaires du secondaire. Ce rapport incriminait quelques établissements et les proviseurs en fonction. Un classement d'ailleurs des établissements les plus corrompus circule à travers les réseaux sociaux, indexant directement ces chefs d'établissement en cette période de rentrée scolaire. Comment l'ACDIC en est arrivé là et son principal leader Bernard Djonga. Nos équipes sont descendues sur le terrain pour enquêter sur la méthodologie utilisée par cette organisation. Salamatou Badian. Dans ce palmarès de la corruption dans les lycées de Yaoundé, la palme d'or revient à 3 établissements, notamment le lycée d'Nkolmeseng, le lycée bilingue d'Essos et le lycée technique d'Nkolbisson. Là-bas, une place est vendue à 150 000 francs, selon le rapport de l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs en abrégé ACDIC. Pour le reste, les sommes varient entre 50 et 100 000 francs CFA. Dans plusieurs lycées, les parents qui ont été rencontrés ont dénoncé la pratique en disant qu'il fallait payer entre 50 et 150 000 francs dans certains lycées pour accéder à une classe. L'ACDIC, qui a produit cette liste, a eu plus d'un tour dans son sac pour réaliser cette enquête en seulement 3 jours. L'immersion, l'infiltration, l'équipe de l'ACDIC qui se charge de l'enquête s'est fait passer pour la plupart d'un aîné, s'est fait passer pour un aîné, un parent qui veut inscrire son enfant, comme tout parent d'ailleurs qui se trouve là-bas, et puis prendre des informations auprès des responsables de l'établissement. Bien que le rapport fait également état des établissements réticents à cette corruption, des réserves sont émises quant à la crédibilité de cette action. Entre interviewer un parent qui vous raconte son cas particulier,
et puis avoir une information auprès d'un responsable, il y a quand même une petite différence. Toujours est-il que les deux sont crédibles. Le plus immédiat, ce serait encore que l'État prenne le relais. Rappelant que le 24 août dernier, le ministre des Enseignements secondaires, à travers un communiqué, a mis en garde des responsables d'établissements contre ces pratiques de corruption et de trafic. Le journal Informateur indiquait ce matin justement que des poursuites judiciaires étaient engagées et annoncées par quelques chefs d'établissement qui sont incriminés dans ce rapport de l'ACDIC. Les proviseurs rencontrés aujourd'hui, pour certains, reconnaissent cette initiative. L'affaire sera portée devant des tribunaux et du coup, la question de la crédibilité, mais celle également des conséquences juridiques après cet acte posé par l'ACDIC est posée cette question. Les hommes de droit parlent également des possibles poursuites et peut-être également des sanctions encourues par les responsables de l'ACDIC. Quelle portée pour ce rapport et quelles conséquences? Norbert Bougué. La corruption, il l'a en horreur. André Fouda, proviseur du lycée de Biémassi à Yaoundé, ne ménage aucun effort pour bouter hors de son établissement cette gangrène. Nous pressons par l'exemple, c'est-à-dire que celui qui se présente à nous comme parents et qui arrive dans nos services, nous examinons tout simplement le dossier qu'il nous présente. Si ce dossier, n'est-ce pas, remplit les conditions et les critères requis, nous retenons le dossier. Présent dans la liste des chefs d'établissement réticents à ce mal national, le bienheureux peut exulter de joie. Sentiment qui n'anime pas certains de ses collègues, caracolant dans le hit-parade des établissements les plus corrompus de Yaoundé. Il nie tout en bloc et compte traîner l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs devant les juridictions compétentes. Donc c'est une fausse information. Renseignez-vous auprès de mes collègues, ils le savent très bien, même quand c'est un collègue qui apporte un dossier de troisième, ça ne passe plus. Pour leur porter plainte, parce que celui-là, certainement, avec les autres collègues, je pense qu'on va s'entendre pour riposter contre ça. Nous sommes quand même dans une association et on va riposter. Quel sort sera-t-il réservé à l'ACDIC si elle n'apportait pas les preuves de ces informations rendues publiques, informations fruits de ces enquêtes de terrain entre les 29 et 31 août dernier? Sur la question, la loi semble claire. La dénonciation calomnieuse est un délit. Et les délits sont des infractions dont la peine maximale atteint 5 ans. Donc, on peut être puni pour 5 ans, on peut être puni pour payer une amende. En attendant l'issue de l'affaire, chef d'établissement de Yaoundé contre ACDIC. Côté accusé, l'on perd le sourire. Et du côté de l'ACDIC, on apprend également que cette organisation appelle l'État à prendre le relais, comme ce fut déjà le cas avec les dénonciations autour de l'affaire Maïs au Cameroun. L'appel est lancé du côté de la Commission nationale anticorruption. Et les images que vous voyez en ce moment présentent justement celle c'est un regroupement à Douala ce jour des organisations politiques. On voit quelques leaders bien connus rassemblés autour du Front progressiste et panafricaniste. Anissé Ekane, Yimgem Moyo, Henriette Ekwe et autres se sont rassemblés à Douala aujourd'hui face à la presse pour appeler les États africains et notamment le Cameroun à sauver l'école. C'est une réaction en rapport avec les problèmes que la rentrée scolaire connaît dans notre pays depuis le lancement de cette rentrée scolaire. L'école est fondamentale, rappellent ces panafricanistes et ces progressistes face à la presse aujourd'hui à Yaoundé. Et parlant justement de cette rentrée scolaire, dans le Foundi, on s'organise pour améliorer les résultats après la relative baisse observée entre 2016 et 2017. Le taux de réussite se situait autour de 52%. La sectorielle d'enseignement secondaire pour ce département qui rassemblait tous les proviseurs aujourd'hui ici à Yaoundé visait justement à mettre en place des mécanismes afin d'améliorer les résultats, mais également lutter contre les cas d'indiscipline généralement rencontrés dans les établissements scolaires. À ce sujet, je vous propose par exemple d'écouter le délégué départemental des enseignements secondaires pour le Foundi. Globalement, dans le Foundi, dans les examens, nous avons un pourcentage de 52%. Ça ne nous satisfait pas beaucoup parce qu'on aimerait aller plus loin.
Ce qui nous a le plus dérangé cette année, c'est le bac général qui est descendu de 10%. Il y a le CAP qui est descendu également de 10%. Le bac général était à 60% l'année passée. Cette année, il est à 50%. Le CAP était à 58%. Cette année, il est à 47%. Le probatoire technique, bon, ça fait donc les autres, on a constaté une augmentation, mais nous ne voulons pas nous contenter, nous voulons tout voir. Il faut que tout le monde fasse son travail à sa place. Ça va nous permettre d'avoir à temps voulu l'envoi des pièces périodiques. C'est dans les pièces périodiques que nous lisons l'activité d'un établissement. Vous le disiez, on parlait également des problèmes d'indiscipline dans le département du Foundi. Et pour parler justement d'indiscipline, je vais vous présenter un cas précis qui ne fait peut-être pas encore grand débat, mais qui commence à devenir un problème. C'est la déformation des uniformes scolaires par les élèves et particulièrement les jeunes garçons qui veulent voir leurs pantalons devenir ce qu'ils appellent slimés, un peu plus courts, un peu plus petits, un peu plus étroits. Près le corps, comme ils le disent, ils ont plusieurs raisons pour évoquer ces changements qui sont improvisés parfois à l'insu des parents. Pourquoi et comment réagissent les établissements qui commencent à parler des cas de discipline? L'enquête de Florent Zanga. Pantalon de la tenue de classe collé à la peau, fermeture ou pas aux endroits inhabituels, chaussettes ressorties, c'est la nouvelle mode de nombreux élèves des lycées et collèges de Yaoundé. Ils appellent ça pantalon entonnoir, pantalon slimé ou pantalon gros petit. Si j'ai une tenue slimée, c'est un peu pour être galant, pour ne pas attirer un peu de honte sur moi. J'aime la tenue slim parce que quand les autres portent les tenues grosses, c'est comme disant le parachute. Non? Ils veulent taper aux yeux de leurs camarades, devenir galants et respectables. La retouche de leur tenue font les affaires bon gré mal gré des couturiers et vendeurs de tenues. Nous les couturiers, on a dit que non, la tenue est normale, mais les enfants s'est décidé encore d'aller rendre les tenues slim. Mais quand ils viennent là, ils insistent, des fois nous on est obligé peut-être de les rendre ces services. À ces tenues tirées des planètes de stars s'ajoutent les jupes et les robes des filles, parfois très courtes, qui questionne le comportement de ses élèves en famille. Le bon exemple commence d'abord par nous-mêmes les parents. Moi, si un enfant fait ça, lui demande qu'il a vu ça d'abord sur qui à la maison. Beaucoup de parents négligent un peu la tenue. Or, à partir de la tenue, on peut déjà repérer un enfant indiscipliné. Le phénomène prend de l'ampleur et laisse le port de la belle et vraie tenue de classe aux plus petits encore moins éveillés. Nous souhaitons que les parents fouillent les sacs le matin, qu'ils vérifient les tenues. À notre niveau, ça va aussi se faire. La sensibilisation est désormais lancée et bientôt la répression comme ici au lycée Leclerc où les enseignants entendent mettre fin à ces tenues fantaisistes. Nous avons le service de la discipline qui est chargé de ce volet. Nous avons également les surveillants de secteur qui sont chargés de contrôler et de vérifier les tenues des enfants chaque matin. Et c'est certainement parti pour un autre défi dans les établissements scolaires qui ont déjà du mal à éradiquer la délinquance en milieu scolaire. Avant de fermer ce volet consacré à la rentrée scolaire, signalant que le ministre de l'Éducation de base était aujourd'hui à Boya pour le lancement solennel de la rentrée scolaire ou de l'année scolaire dans le secteur du primaire. À cette occasion, ainsi est rendu avec quelques lots de cahiers et fournitures. Elle en a profité pour encourager les enseignants et les élèves, annoncer également quelques modifications dans le calendrier scolaire, notamment les cours qui vont connaître également l'introduction de la journée du samedi entre 7h30 et 12h. Nous y reviendrons. La rentrée sociale également observée à Yaoundé avec la colère des ex-employés de la société Le Bus, 124 au total, revendiquent le paiement de pas moins de 16 mois d'arriérés de salaire et de leurs droits sociaux. Après avoir saisi le gouvernement par plusieurs correspondances, ils ont décidé de faire entendre leur voix et leur colère aujourd'hui à Yaoundé autour d'une mobilisation pratiquement devant le département ministériel en charge des finances. Bertie Medio. Ils sont une soixantaine à exprimer leur ras-le-bol face à l'indifférence du gouvernement au sujet de leurs revendications.
Les ex-employés de la transnationale Industries Cameroun Le Bus se sont réunis devant le ministère des Finances pour faire entendre leur voix. Nous sommes ici ce jour aux finances suite au préavis de grève, au préavis de manifestation que nous avons déposé dans toutes les administrations il y a environ 8 jours et qui nous annonçait ce jour ici aux finances pour réclamer justement le paiement de nos arriérés de salaire, des droits ainsi que des retenues de la CNPS. Ce sont pour la plupart des parents d'enfants en âge scolaire, mais ne disposent pas de moyens financiers pour assurer la scolarité et le bien-être de leur progéniture. Il faut que je vive comment? Mes enfants, elle les a laissés dans un village quelque part. Et la dernière, dans mon cas, est handicapée. Je dois lui... Mais je vous en prie, que l'État comprenne que nous sommes en situation de détresse profonde. L'État doit faire quelque chose pour nous. Tous les enfants sont à la maison, personne ne fréquente. Et tu ne peux même plus dire quoi que ce soit à ton enfant. Quand tu as dit à ton enfant, va me puiser de l'eau, tu regardes, puisque donc tu n'es pas parent devant cet enfant. Si la situation n'est pas régularisée dans les brefs délais, les manifestants disent être prêts à tout. Nous vous rappelons que nous irons même jusqu'au sacrifice extrême. Cette fois, ces parents désespérés espèrent une réaction prompte du gouvernement et sont déterminés à en rentrer en possession de leurs droits. Entre-temps, du côté du ministère des Finances, on parlait d'autres choses. On évaluait les emprunts obligataires déjà déployés par le Cameroun. Ça fait pratiquement 600 milliards de francs CFA déjà mobilisés. Sauf que les souscripteurs et autres opérateurs économiques veulent avoir un regard sur la gestion et les différentes procédures de remboursement. C'est à cet effet qu'une représentation a été installée aujourd'hui ici à Yaoundé afin de faire le suivi, entre autres missions accordées à cette structure. Néliada. L'élection du représentant des investisseurs qui s'est tenue ce mercredi 6 septembre au Hilton Hotel de Yaoundé avait pour mission principale la désignation de celui qui sera chargé de représenter la masse des obligataires. Il s'agit d'une représentation désignée librement par les souscripteurs et dont l'importance n'est plus à démontrer. Compte séquestre au niveau de la BEAC où nous mettons de l'argent tous les mois. Chaque fois que nous avons des obligations. Nous avons fait ça également pour les eurobonds qui n'étaient même pas prévus dans les dispositions. Nous avons ouvert un compte séquestre à la BEAC pour mettre de l'argent tous les mois qui nous permettent donc de rembourser la dette. Donc nous allons honorer nos engagements. Le représentant élu pour une durée de 5 ans devra s'assurer d'une part du respect des engagements pris par l'État et d'autre part du respect des dates de remboursement fixées et restituées par la Direction générale du Trésor. Elle sert par ailleurs cette représentation de relais de l'information auprès de l'ensemble des souscripteurs et peut convoquer la masse en assemblée générale extraordinaire en cas de survenance d'un problème grave, notamment le non-respect par l'émetteur d'une ou plusieurs échéances de remboursement. C'est aussi l'occasion d'évaluer les retombées de l'exécution des différents emprunts obligataires initiés par le Cameroun. Aux 600 milliards de francs CFA mobilisés depuis le lancement du projet en 2010, l'on peut ajouter les 173 milliards engendrés en 2 semaines depuis le début de la 4e phase, de quoi participer au développement du Cameroun. Je vous amène à présent dans les plantations pour parler également de la rentrée de la Société de développement du cacao, la SODECAO, qui était sur le terrain dans la région du Sud auprès des producteurs, comme vous allez le voir dans ces premières images. Il était question pour Jérôme Vondor de voir et de suivre la mise en application des mesures qui ont été prises et inculquées aux producteurs. Le tour a recommencé dans ces exploitations cacaoyères dans le département de l'Anvila, région du Sud, pour cette première étape sur le terrain. Il faut donc s'assurer du respect des itinéraires techniques prescrits par les responsables sur le terrain aux différents cacaoculteurs. Et quelques belles images sont captées par le reporter qui était sur le terrain. Le compte rendu de Herlé Debo en DB. Le directeur général a remis son sombrero, direction le Sud Cameroun. Dans l'Anvila, c'est une dame aux commandes du département qui conduit l'illustre invité, destination Kungulu, localité l'arrondissement de Biwongbulu.
L'itinéraire mène dans cette exploitation de Mbomvom, du nom de cet ancien homme d'affaires reconverti en cacaoculteur. Une cinquantaine d'hectares de cacao bâtis, le tout visité de fond en comble par Jérôme Vondor et sa délégation. Le cacaoculteur du gouvernement, pédagogue de l'entretien du verger, sécateur au point, fait le coup pratique. L'exploitation se veut modèle parce que propre et bien nettoyée, faite avec des variétés hybrides. Seulement, quelques pratiques à inculquer aux promoteurs pour l'optimisation de sa production. Avoir peur, même si il y a déjà des fleurs sur une petite branche, de la couper. Non, parce que le reste va mieux prospérer. Et nous allons les accompagner dans tous les autres domaines, bien sûr. Jérôme Vondor est donc là, non seulement pour donner son onction, mais surtout appuyer l'initiative agricole. 20 sécateurs remis pour l'entretien au quotidien. Premier pourvoyeur de devises à l'économie nationale, le cacao dans le Sud est de tradition et de notoriété. Chaque cérémonie liée à la vulgarisation est toujours un motif de fierté pour les populations. Parlons à présent de cet engagement de la République démocratique du Congo qui vient de retrouver les rangs du GABAC, qui est une organisation de la sous-région qui lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'entrée de la RDC dans la famille de la CEMAC a été scellée à Brazzaville, au Congo, au cours d'une cérémonie présidée par le ministre congolais en charge des questions financières et en présence justement des responsables de la commission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le compte rendu de Pascal Ngangandiaï. L'accord d'adhésion de la République démocratique du Congo au groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, en sigle GABAC, a été ici paraphé du côté de la RDC par Henri Yves Moulang, ministre des Finances, et du côté de la CEMAC par Pierre Moussa, président de la commission de la CEMAC. Il confère à la RDC la qualité de membre associé de GABAC, cette institution spécialisée de la CEMAC pour combattre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et sa prolifération. Quand on connaît les actions terroristes que connaît ce pays, c'est les interconnexions qu'il y a dans les groupes terroristes. Un membre n'est jamais de trop, surtout quand il est lui-même frappé par les actes terroristes. La RDC elle a fait une démarche d'adhésion à un groupe dont il sait que la coopération sera d'une très grande utilité. C'est ce à quoi se base l'action de la CEMAC pour la stabilisation de la sous-région à travers son instrument qu'est le GABAC. Le GABAC fait un travail énorme, qui se ressent aujourd'hui si vous prêtez attention à quelques exigences au niveau des banques où il est souvent interdit de faire des dépôts plus que... à chaque fois que vous versez par exemple 10 millions, 15 millions, on vous demande de les justifier. Tout ça, ce sont les règles du GABAC qui permettent de lutter contre le phénomène de blanchiment, le phénomène de financement du terrorisme aussi. Notons que le GABAC est né de la volonté des chefs d'État de la CEMAC à éradiquer ce genre de phénomène d'instabilité politique, économique, financière et sociale dans la sous-région Afrique centrale. En République centrafricaine, dans quelques régions, notamment dans le nord-ouest, dans la localité de Ngaoundai, on parle encore d'insécurité et d'instabilité. Le mouvement patriotique centrafricain, le MPC, serait à l'origine de ces exactions dénoncées par le député de cette région, qui appelle d'ailleurs le pouvoir de Bangui à tout mettre en œuvre, mais également les organisations internationales, afin que la région retrouve calme et sérénité. C'est Foura Anga. Les déclarations du député de Ngaoundai sur le général Bahar du mouvement patriotique centrafricain et ses hommes sont clairs. Ces derniers sont des auteurs des troubles enregistrés depuis 2 mois dans la région de l'Ouam. D'après lui, le MPC se comporte comme autorité suprême et dicte ses lois à la population. 10 personnes ont été tuées par ces groupes armés. Pratiquement déjà presque 2 mois, le groupe armé MPC de Al-Khatim, avec sa frange qui est à Pawa,
dirigés par le général Bahar, ont envahi la sous-préfecture de Ngaoundé. Le député de Ngaoundé dénonce entre autres la prise en otage dimanche dernier d'un prêtre catholique et de madame le maire de la ville. Les deux ont été torturés avant d'être libérés. Je condamne, je dénonce et je condamne avec la dernière rigueur ce qui se passe. Surtout que ce groupe armé a signé des accords. Ce groupe armé a signé des accords. Mais on ne sait pas pour quelle raison ils ne respectent pas ces accords qu'ils ont signés. Souhaitant le retour de la paix dans la région de Ngaoundé, il condamne avec la dernière rigueur ces actes, surtout que ces groupes armés ont signé un accord de cessez-le-feu. Ce monsieur-là vient bafouiller cette autorité-là, prendre madame la maire pour aller la chiffonner, pour aller... Il est à noter que la situation humanitaire y est déplorable à cause de la fréquence de ces violences depuis plusieurs mois dans cette région. Entre-temps, le Tchad est à Paris. Les autorités de N'Djamena se sont rendues dans la capitale française pendant 48 heures et vont organiser une conférence de mobilisation des fonds pour soutenir son programme national de développement. Le Tchad, pour cette opération, est à la recherche de 3 000 euros, soit environ 2 000 milliards de francs CFA. On retrouvera le chiffre exact tout à l'heure dans un programme qui voudrait mobiliser 5 000 milliards de francs CFA pour le lancement de cette opération. C'est déjà une belle mobilisation qui est observée, Mathieu Wamba. Le Tchad est à Paris et ce pendant 2 jours, autour d'une table ronde pour récolter auprès des donateurs 3 milliards d'euros pour la mise en évidence de son plan national de développement 2017-2021. La délégation tchadienne est conduite par le ministre de l'économie, de la planification et du développement, Ngeto Tiraina Yambaye. Le Tchad a connu des difficultés liées à la chute des cours du baril de pétrole qui représente 70% de ses recettes et qui ont fortement entamé l'économie du pays, d'où la mise en place de mesures drastiques permettant au pays de maintenir le cap. Le pays a fait des efforts énormes en récoltant déjà 3 000 milliards de francs CFA sur 5 000 requis dans la mise en évidence de son plan national de développement. Cette rencontre de séduction de Paris vise à donner des garanties à ses partenaires traditionnels dans le FMI et la Banque mondiale. Beaucoup de partenaires veulent encore venir participer à table ronde et le défi qui revient au gouvernement, c'est de relever le défi du nombre de participants. Mais aussi le secteur privé qui est très respecté dans les domaines de l'agriculture avec la mise sur pied de 300 projets agricoles, l'industrie, en développant les secteurs de PME et des PMI. Et pour le ministre Yambaye, cette campagne de séduction est une occasion pour prouver au monde la capacité du Tchad à diversifier son économie, jusqu'à très récemment dominée et dépendante du pétrole. Le président du comité d'organisation, le ministre Yambaye, se dit confiant quant à la réussite de cette rencontre avec les bailleurs de fonds pour l'émergence du Tchad en 2030. Un projet ambitieux du Tchad, certes, mais qui ne vise pas à endetter le pays, reconnaît le ministre Yambaye, pour répondre aux sceptiques qui critiquent cette action du pouvoir. 3 milliards d'euros, le bon chiffre donc de cette opération qu'organise le Tchad du côté de Paris en France. Parlons de cette épidémie de choléra enregistrée depuis quelques jours dans le nord-est du Nigeria. On parle déjà de 21 morts. L'alerte reste toujours rouge dans cette partie du pays. Autour de Maïdougouri, les organisations de la société civile et l'État du Nigeria essayent de mettre en place des mécanismes de lutte, mais également de secours. Karine Okomo. L'épidémie de choléra qui sévit à Maïdougouri, capitale du Borno, située au nord-est du Nigeria, a déjà fait plusieurs morts. Le bilan initial, annoncé il y a quelques jours par le ministère de la Santé, était de 14 morts. À ce jour, le bilan s'est alourdi et le nombre de victimes s'élève désormais à 21. Selon le ministère de la Santé, la plupart des décès et des cas suspects ont été enregistrés dans le camp de déplacés de Mounagarej, en périphérie de Maïdougouri, connu comme étant l'épicentre des exactions de la secte Boko Haram, tandis que les autres victimes proviennent des camps voisins. Toutefois, le gouvernement nigérian rassure quant à la mise sur pied des mesures d'assainissement urgentes par les autorités sanitaires et les organisations non gouvernementales pour prévenir d'éventuels cas et stopper la propagation de l'épidémie de choléra, notamment la purification de l'eau, l'installation des latrines supplémentaires et la sensibilisation des populations. Seulement 375 nouveaux cas viennent d'être détectés à 60 km de Maïdougouri.
Rappelons que l'insurrection de la secte Boko Haram a fait 2,6 millions de déplacés qui ont trouvé refuge dans des camps au nord-est du Nigeria. Cependant, ces derniers ne sont pas à l'abri de l'insécurité alimentaire et des maladies telles que le paludisme et le choléra. Quelques mots de sport avant de refermer ce journal, avec d'abord la boxe, le Cameroun qui vient d'honorer le continent africain au championnat du monde qui vient de se tenir à Hambourg en Allemagne. Le Cameroun qui représentait également l'Afrique dans cette compétition revient avec une médaille de bronze. C'est la 3e médaille de ce genre pour l'Afrique depuis l'existence de ces championnats. La médaille a été présentée ce jour au ministre des Sports, Pierre-Ismaël Bidon-Ngbat. Dans ce département ministériel également, on n'a pas beaucoup d'informations relatives à la descente sur le terrain d'une mission CAF-FIFA afin de mettre sur place un comité de normalisation au Cameroun. Selon les informations officielles, cette mission devrait arriver aujourd'hui au Cameroun et jusqu'au 8 septembre pour aboutir à la désignation des responsables de ce comité de normalisation. Pas de grande information. On a quand même appris en fin de journée que Joseph-Antoine Bell aurait été reçu du côté de la primature pour planter peut-être le décor. Maxino Javak. La Fédération camerounaise de football, signée il y a quelques heures par le secrétaire général Blaise Moussa, lance les hostilités. La mission conjointe de la FIFA-CAF chargée de désigner et installer le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football, décidé par le bureau de la FIFA en date du 23 août 2017, séjournera à Yaoundé du 6 au 8 septembre 2017. Les noms des membres de la dite mission sont d'ailleurs cités plus bas. Pas de Constant Omari sur la liste comme initialement annoncé. Le vice-président de la Confédération africaine de football est plutôt annoncé pour une mission similaire au Kenya. Le programme des sapeurs-pompiers du football camerounais se dresse ainsi qu'il suit. Jeudi 7 septembre, consultation et désignation des membres du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Vendredi 8 septembre, installation officielle des membres de la normalisation et enfin samedi, retour des membres de la commission FIFA-CAF. Et selon certaines sources bien introduites, Bel Joseph-Antoine a été reçu cette fin d'après-midi au Premier ministère. L'ancien gardien de but des Lions indomptables du Cameroun est soupçonné d'être le choix numéro 1 du gouvernement camerounais pour normaliser la maison de Tinga. Le prochain rendez-vous sur la télévision africaine, 21h, arrêt majeur avec Parfait Haïti et toi. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cette édition du journal. Passez une magnifique soirée sur votre chaîne de télévision, naturellement. Bonne soirée à tous. Fin à cette tenue fantaisiste. Nous avons le service de la discipline qui est chargé de ce volet. Nous avons également les surveillants de secteur qui sont chargés de contrôler et de vérifier les tenues des enfants chaque matin. Et c'est certainement parti pour un autre défi dans les établissements scolaires qui ont déjà du mal à éradiquer la délinquance en milieu scolaire. Avant de fermer ce volet consacré à la rentrée scolaire, signalant que le ministre de l'Éducation de base était aujourd'hui à Boya pour le lancement solennel de la rentrée scolaire ou de l'année scolaire dans le secteur du primaire. À cette occasion, ainsi est rendu avec quelques lots de cahiers et fournitures. Elle en a profité pour encourager les enseignants et les élèves, annoncer également quelques modifications dans le calendrier scolaire, notamment les cours qui vont connaître également l'introduction de la journée du samedi entre 7h30 et 12h. Nous y reviendrons. La rentrée sociale également observée à Yaoundé avec la colère des ex-employés de la société Le Bus, 124 au total, revendiquent le paiement de pas moins de 16 mois d'arriérés de salaire et de leurs droits sociaux. Après avoir saisi le gouvernement par plusieurs correspondances, ils ont décidé de faire entendre leur voix et leur colère aujourd'hui à Yaoundé autour d'une mobilisation pratiquement devant le département ministériel en charge des finances. Bertie Medio. Ils sont une soixantaine à exprimer leur ras-le-bol face à l'indifférence du gouvernement au sujet de leurs revendications. Les ex-employés de la transnationale industrie Cameroun Le Bus se sont réunis devant le ministère des Finances pour faire entendre leur voix.
Nous sommes ici ce jour aux finances suite au préavis de grève, au préavis de manifestation que nous avons déposé dans toutes les administrations il y a environ 8 jours et qui nous annonçait ce jour ici aux finances pour réclamer justement le paiement de nos arriérés de salaire, des droits ainsi que des retenues de la CNPS. Ce sont pour la plupart des parents d'enfants en âge scolaire, mais ne disposent pas de moyens financiers pour assurer la scolarité et le bien-être de leur progéniture. Il faut que je vive comment? Mes enfants, elle les a laissés dans un village quelque part. Et la dernière, dans mon cas, est handicapée. Je dois lui... Mais je vous en prie, que l'État comprenne que nous sommes en situation de détresse profonde. L'État doit faire quelque chose pour nous. Tous les enfants sont à la maison, personne ne fréquente. Et tu ne peux même plus dire quoi que ce soit à ton enfant. Quand tu as dit à ton enfant, va me puiser de l'eau, tu regardes, puisque donc tu n'es pas parent devant cet enfant. Si la situation n'est pas régularisée dans les brefs délais, les manifestants disent être prêts à tout. Nous vous rappelons que nous irons même jusqu'au sacrifice extrême. Cette fois, ces parents désespérés espèrent une réaction prompte du gouvernement et sont déterminés à en rentrer en possession de leurs droits. Entre-temps, du côté du ministère des Finances, on parlait d'autres choses. On évaluait les emprunts obligataires déjà déployés par le Cameroun. Ça fait pratiquement 600 milliards de francs CFA déjà mobilisés. Sauf que les souscripteurs et autres opérateurs économiques veulent avoir un regard sur la gestion et les différentes procédures de remboursement. C'est à cet effet qu'une représentation a été installée aujourd'hui ici à Yaoundé afin de faire le suivi, entre autres missions accordées à cette structure. Néliada. L'élection du représentant des investisseurs qui s'est tenue ce mercredi 6 septembre au Hilton Hotel de Yaoundé avait pour mission principale la désignation de celui qui sera chargé de représenter la masse des obligataires. Il s'agit d'une représentation désignée librement par les souscripteurs et dont l'importance n'est plus à démontrer. Compte séquestre au niveau de la BEAC où nous mettons de l'argent tous les mois. Chaque fois que nous avons des obligations. Nous avons fait ça également pour les eurobonds qui n'étaient même pas prévus dans les dispositions. Nous avons ouvert un compte séquestre à la BEAC pour mettre de l'argent tous les mois qui nous permettent donc de rembourser la dette. Donc nous allons honorer nos engagements. Le représentant élu pour une durée de 5 ans devra s'assurer d'une part du respect des engagements pris par l'État et d'autre part du respect des dates de remboursement fixées et restituées par la Direction générale du Trésor. Elle sert par ailleurs cette représentation de relais de l'information auprès de l'ensemble des souscripteurs et peut convoquer la masse en assemblée générale extraordinaire en cas de survenance d'un problème grave, notamment le non-respect par l'émetteur d'une ou plusieurs échéances de remboursement. C'est aussi l'occasion d'évaluer les retombées de l'exécution des différents emprunts obligataires initiés par le Cameroun. Aux 600 milliards de francs CFA mobilisés depuis le lancement du projet en 2010, l'on peut ajouter les 173 milliards engendrés en 2 semaines depuis le début de la 4e phase, de quoi participer au développement du Cameroun. Je vous amène à présent dans les plantations pour parler également de la rentrée de la Société de développement du cacao, la SODECAO, qui était sur le terrain dans la région du Sud auprès des producteurs, comme vous allez le voir dans ces premières images. Il était question pour Jérôme Vondor de voir et de suivre la mise en application des mesures qui ont été prises et inculquées aux producteurs. Le tour a recommencé dans ces exploitations cacaoyères dans le département de l'Anvila, région du Sud, pour cette première étape sur le terrain. Il faut donc s'assurer du respect des itinéraires techniques prescrits par les responsables sur le terrain aux différents cacaoculteurs. Et quelques belles images sont captées par le reporter qui était sur le terrain. Le compte rendu de Herlé Debo en DB. Le directeur général a remis son sombrero, direction le Sud Cameroun. Dans l'Anvila, c'est une dame aux commandes du département qui conduit l'illustre invité, destination Kungulu, localité l'arrondissement de Biwongbulu. L'itinéraire mène dans cette exploitation de Mbomvom, du nom de cet ancien homme d'affaires reconverti en cacaoculteur.
Une cinquantaine d'hectares de cacao bâtis, le tout visité de fond en comble par Jérôme Vondor et sa délégation. Le cacaoculteur du gouvernement, pédagogue de l'entretien du verger, sécateur au point, fait le coup pratique. L'exploitation se veut modèle parce que propre et bien nettoyée, faite avec des variétés hybrides. Seulement, quelques pratiques à inculquer aux promoteurs pour l'optimisation de sa production. Avoir peur, même si il y a déjà des fleurs sur une petite branche, de la couper. Non, parce que le reste va bien prospérer. Et nous allons les accompagner dans tous les autres domaines, bien sûr. Jérôme Vondor est donc là, non seulement pour donner son onction, mais surtout appuyer l'initiative agricole. 20 sécateurs remis pour l'entretien au quotidien. Premier pourvoyeur de devises à l'économie nationale, le cacao dans le Sud est de tradition et de notoriété. Chaque cérémonie liée à la vulgarisation est toujours un motif de fierté pour les populations. Parlons à présent de cet engagement de la République démocratique du Congo qui vient de retrouver les rangs du GABAC, qui est une organisation de la sous-région qui lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'entrée de la RDC dans la famille de la CEMAC a été scellée à Brazzaville, au Congo, au cours d'une cérémonie présidée par le ministre congolais en charge des questions financières et en présence justement des responsables de la commission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le compte rendu de Pascal Ngangandiaï. L'accord d'adhésion de la République démocratique du Congo au groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, en sigle GABAC, a été ici paraphé du côté de la RDC par Henri Yves Moulang, ministre des Finances, et du côté de la CEMAC par Pierre Moussa, président de la commission de la CEMAC. Il confère à la RDC la qualité de membre associé de GABAC, cette institution spécialisée de la CEMAC pour combattre le blanchiment d'argent. C'est la pratique en disant qu'il fallait payer entre 50 et 150 000 francs dans certains lycées pour accéder à une classe. L'ACDIC, qui a produit cette liste, a eu plus d'un tour dans son sac pour réaliser cette enquête en seulement 3 jours. L'immersion, l'infiltration, l'équipe de l'ACDIC qui se charge de l'enquête s'est fait passer pour la plupart d'un aîné, s'est fait passer pour un aîné, un parent qui veut inscrire son enfant, comme tout parent d'ailleurs qui se trouve là-bas, et puis prendre des informations auprès des responsables de l'établissement. Bien que le rapport fait également état des établissements réticents à cette corruption, des réserves sont émises quant à la crédibilité de cette action. Entre interviewer un parent qui vous raconte son cas particulier et puis avoir une information auprès d'un responsable, il y a quand même une petite différence. Toujours est-il que les deux sont crédibles. Le plus immédiat, ce serait encore que l'État prenne le relais. Rappelant que le 24 août dernier, le ministre des Enseignements secondaires, à travers un communiqué, a mis en garde des responsables d'établissements contre ces pratiques de corruption et de trafic. Le journal Informateur indiquait ce matin justement que des poursuites judiciaires étaient engagées et annoncées par quelques chefs d'établissement qui sont incriminés dans ce rapport de l'ACDIC. Les proviseurs rencontrés aujourd'hui, pour certains, reconnaissent cette initiative. L'affaire sera portée devant des tribunaux et du coup, la question de la crédibilité, mais celle également des conséquences juridiques après cet acte posé par l'ACDIC est posée cette question. Les hommes de droit parlent également des possibles poursuites et peut-être également des sanctions encourues par les responsables de l'ACDIC. Quelle portée pour ce rapport et quelles conséquences? Nobre Boudé. La corruption, il l'a en horreur. André Fouda, proviseur du lycée de Biémassi à Yaoundé, ne ménage aucun effort pour bouter hors de son établissement cette gangrène. Nous pressons par l'exemple, c'est-à-dire que celui qui se présente à nous comme parents et qui arrive dans nos services, nous examinons tout simplement le dossier qu'il nous présente. Si ce dossier, n'est-ce pas, remplit les conditions et les critères requis, nous retenons le dossier. Présent dans la liste des chefs d'établissement réticents à ce mal national, le bienheureux peut exulter de joie. Sentiment qui n'anime pas certains de ses collègues,
caracolant dans le hit-parade des établissements les plus corrompus de Yaoundé. Il nie tout en bloc et compte traîner l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs devant les juridictions compétentes. Donc c'est une fausse information. Renseignez-vous auprès de mes collègues, ils le savent très bien, même quand c'est un collègue qui apporte un dossier de troisième, ça ne passe plus. Il faut leur porter plainte parce que celui-là, certainement, avec les autres collègues, je pense qu'on va s'entendre pour riposter contre ça. Nous sommes quand même dans une association et on va riposter. Quel sort sera-t-il réservé à l'ACDIC si elle n'apportait pas les preuves de ces informations rendues publiques? Informations fruits de ces enquêtes de terrain entre les 29 et 31 août dernier. Sur la question, la loi semble claire. La dénonciation calomnieuse est un délit. Et les délits sont des infractions dont la peine maximale atteint 5 ans. Donc, on peut être puni pour 5 ans. On peut être puni pour payer une amende. En attendant l'issue de l'affaire, chef d'établissement de Yaoundé contre ACDIC. Côté accusé, l'on perd le sourire. Et du côté de l'ACDIC, on apprend également que cette organisation appelle l'État à prendre le relais, comme ce fut déjà le cas avec les dénonciations autour de l'affaire Maïs au Cameroun. L'appel est lancé du côté de la Commission nationale anticorruption. Et les images que vous voyez en ce moment présentent justement celle c'est un regroupement à Douala ce jour des organisations politiques. On voit quelques leaders bien connus rassemblés autour du Front progressiste et panafricaniste. Anissé Ekane, Yimgem Moyo, Henriette Ekwe et autres se sont rassemblés à Douala aujourd'hui face à la presse pour appeler les États africains et notamment le Cameroun à sauver l'école. C'est une réaction en rapport avec les problèmes que la rentrée scolaire connaît dans notre pays. Depuis le lancement de cette rentrée scolaire, l'école est fondamentale, rappellent ces panafricanistes et ces progressistes face à la presse aujourd'hui à Yaoundé. Et parlant justement de cette rentrée scolaire, dans le Foundi, on s'organise pour améliorer les résultats après la relative baisse observée entre 2016 et 2017. Le taux de réussite se situait autour de 52%. La sectorielle d'enseignement secondaire pour ce département qui rassemblait tous les proviseurs aujourd'hui ici à Yaoundé visait justement à mettre en place des mécanismes afin d'améliorer les résultats, mais également lutter contre les cas d'indiscipline généralement rencontrés dans les établissements scolaires. À ce sujet, je vous propose par exemple d'écouter le délégué départemental des enseignements secondaires pour le Foundi. Globalement, dans le Foundi, dans les examens, nous avons un pourcentage de 52%. Ça ne nous satisfait pas beaucoup parce qu'on aimerait aller plus loin. Ce qui nous a le plus dérangé cette année, c'est le bac général qui est descendu de 10%. Il y a le CAP qui est descendu également de 10%. Le bac général était à 60% l'année passée. Cette année, il est à 50%. Le CAP était à 58%. Cette année, il est à 47%. Le probatoire technique, bon, ça fait donc... les autres, on a constaté une augmentation. Mais nous ne voulons pas nous contenter, nous voulons tout voir. Il faut que tout le monde fasse son travail à sa place. Ça va nous permettre d'avoir à temps voulu l'envoi des pièces périodiques. C'est dans les pièces périodiques que nous lisons l'activité d'un établissement. Je vous le disais, on parlait également des problèmes d'indiscipline dans le département du Foundi. Et pour parler justement d'indiscipline, je vais vous présenter un cas précis qui ne fait peut-être pas encore grand débat, mais qui commence à devenir un problème. C'est la déformation des uniformes scolaires par les élèves et particulièrement les jeunes garçons qui veulent voir leurs pantalons devenir ce qu'ils appellent slimés, un peu plus courts, un peu plus petits, un peu plus étroits. Près le corps, comme ils le disent, ils ont plusieurs raisons pour évoquer ces changements qui sont improvisés parfois à l'insu des parents. Pourquoi et comment réagissent les établissements qui commencent à parler des cas de discipline? L'enquête de Florent Zanga. Pantalon de la tenue de classe collé à la peau, fermeture ou pas aux endroits inhabituels, chaussettes ressorties,
c'est la nouvelle mode de nombreux élèves des lycées et collèges de Yaoundé. Ils appellent ça pantalon entonnoir, pantalon slimé ou pantalon gros petit. Si j'ai une tenue slimée, c'est un peu pour être galant, pour ne pas attirer un peu de honte sur moi. J'aime la tenue slim parce que quand les autres portent les tenues grosses, c'est comme, disons, le parachute. Non? Ils veulent taper aux yeux de leurs camarades, devenir galants et respectables. La retouche de leur tenue font les affaires bon gré mal gré des couturiers et vendeurs de tenues. Nous les couturiers, on a dit que non, la tenue est normale. Mais les enfants se décident encore d'aller rendre les tenues slim. Mais quand ils viennent là, ils insistent. Des fois, nous, on est obligés peut-être de les rendre ces services. À ces tenues tirées des planètes de stars, s'ajoutent les jupes et les robes des filles, parfois très courtes, qui questionnent le comportement de ces élèves en famille. Le bon exemple commence d'abord par nous-mêmes les parents. Moi, si un enfant fait ça, lui demande qu'il a vu ça d'abord sur qui à la maison. Beaucoup de parents négligent un peu la tenue. Or, à partir de la tenue, on peut déjà repérer un enfant indiscipliné. Le phénomène prend de l'ampleur et laisse le port de la belle et vraie tenue de classe aux plus petits encore moins éveillés. Nous souhaitons que les parents fouillent les sacs le matin, qu'ils vérifient les tenues. À notre niveau, ça va aussi se faire. La sensibilisation est désormais lancée et bientôt la répression comme ici au lycée Leclerc où les enseignants entendent mettre Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir. Le temps et le temps de l'information sur la télévision africaine. Bienvenue au journal. À la une de cette édition, la fronde est désormais très tendue entre les proviseurs accusés de corruption et les membres de l'association citoyenne de défense d'intérêts collectifs, l'ACDIC de Bernard Djonga. Cette organisation vient de rendre publique une liste de proviseurs et d'établissements reconnus coupables d'actes de corruption pendant cette rentrée scolaire. La liste fait le tour des réseaux sociaux, suscitant l'indignation de ces proviseurs qui veulent même porter l'affaire devant les juridictions compétentes. Que risque l'ACDIC? Quelle a été la méthodologie utilisée pour incriminer ces établissements et ses proviseurs? C'est la grande enquête de cette édition du 20h. Le 20h, c'est également ces informations qui viennent du Congo avec l'engagement de la République démocratique du Congo avec la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La structure connue pour ce combat en Afrique centrale, c'est le GABAC. La RDC retrouve dans les rangs de la CEMAC afin de mener ce combat, étant donné que les actes de financement du terrorisme ont déjà fait de nombreux dégâts dans cette république. Et puis des morts enregistrés au Nigeria des suites de choléra. Le pays prend des dispositions pour essayer de limiter, alors que l'alerte reste toujours rouge du côté de Maïdougouri et dans le nord-est de ce pays. SOS et mobilisation des organisations de la société civile et les ONG internationales pour limiter la progression de cette épidémie de choléra. Mesdames, voilà pour la vitrine du journal. À nouveau, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition qui s'ouvre par cette série noire qui se poursuit sur les axes routiers au Cameroun. L'axe vient de connaître un accident de la circulation du côté du sud-ouest. Le bilan affiche 2 morts entre Tiko et Moutengene pour être un peu plus précis. Le petit véhicule pratiquement déchiqueté que vous avez en image est rentré en collision avec un gros porteur. Les 2 passagers étaient à bord du petit véhicule, un homme et une femme qui ont trouvé la mort sur le champ. Les causes de cet accident ne sont pas encore clairement indiquées, mais selon les premières informations enregistrées sur place, il s'agirait d'un excès de vitesse du petit véhicule, mais également certaines sources parlent d'imprudence. En attendant les résultats des enquêtes qui ont été ouvertes, les corps ont été déposés dans une morgue. Un accident de plus sur nos axes routiers.
Parlons à présent de cette affaire de corruption à ciel ouvert dans les établissements de la ville de Yaoundé. Il y a de cela quelques jours rendait public un rapport, l'ACDIC, l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs, un rapport sur l'état de corruption dans les établissements scolaires du secondaire. Ce rapport incriminait quelques établissements et les proviseurs en fonction. Un classement d'ailleurs des établissements les plus corrompus circule à travers les réseaux sociaux, indexant directement ces chefs d'établissement en cette période de rentrée scolaire. Comment l'ACDIC en est arrivé là et son principal leader Bernard Djonga. Nos équipes sont descendues sur le terrain pour enquêter sur la méthodologie utilisée par cette organisation. Salamatou Badian. Dans ce palmarès de la corruption dans les lycées de Yaoundé, la palme d'or revient à 3 établissements, notamment le lycée de Nkolmeseng, le lycée bilingue d'Essos et le lycée technique de Nkolbisson. Là-bas, une place est vendue à 150 000 francs, selon le rapport de l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs en abrégé ACDIC. Pour le reste, les sommes varient entre 50 et 100 000 francs CFA. Dans plusieurs lycées, les parents qui ont été rencontrés ont dénoncé